free independence that we want. I have a dream. Le 30 janvier 1948, l'Indien Mohandas Karamchand Gandhi, surnommé le Mahatma, la Grande Âme, tombe sous les balles d'un extrémiste hindou. Le monde entier est en deuil. Avec lui s'achève une grande période de l'histoire de l'Inde. L'apôtre de la non-violence n'est plus. Sa doctrine, forgée dès ses premières expériences en tant que jeune avocat, est fondée sur la désobéissance civile à toutes les oppressions, alliée à une non-violence absolue. Le combat qu'il mène de 1893 à 1915 pour les droits et la reconnaissance de la communauté indienne en Afrique du Sud, colonie anglaise elle aussi à l'époque, lui permet d'affiner sa méthode. Premier déboire, premier séjour en prison et premier succès convaincront Gandhi de la pertinence de la solution non violente. Ses échanges de correspondance avec Léon Tolstoï le conforteront dans cette direction. À son retour en Inde en 1915, Gandhi voyage dans son pays natal et se rend compte de l'ampleur de la tâche à accomplir, non seulement pour mener son pays vers l'indépendance, mais aussi pour résoudre les problèmes sociaux et religieux. Son adversaire, la couronne britannique, tentera pendant plus de 30 ans de s'opposer à la marche inéluctable de l'Inde vers la liberté. Gandhi verra son combat pour l'indépendance de l'Inde enfin couronné de succès en 1947, quelques mois avant son assassinat. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Gandhi est né le 2 octobre 1869 dans le nord-ouest de l'Inde, dans la ville portuaire de Porbandar, au sein d'une famille bourgeoise aisée. Son père, bien que haut fonctionnaire d'État, appartient à la caste des marchands. Sa mère, très pieuse, lui donne une éducation religieuse et lui enseigne la pratique régulière du jeûne comme méthode de purification. Élève plutôt moyen mais appliqué, Gandhi fait preuve dans ses jeunes années d'une timidité quasi maladive et évite la compagnie de ses camarades. À 13 ans, comme le veut la coutume en Inde, il se marie avec Kasturbai, qui sera sa compagne de combat jusqu'au bout. À la mort de son père, Karamchand, la famille de Gandhi décide qu'il devra lui succéder et lui impose donc d'étudier le droit. En 1891, il s'inscrit au barreau de Londres en tant qu'avocat. Ces années marqueront Gandhi. L'adolescent est devenu un gentleman, mais s'est également forgé une conscience politique. À son retour en Inde en 1891, Gandhi commence à travailler. Il ouvre un cabinet d'avocats à Porbandar, mais faute de clients est contraint de le fermer. Une société de commerçants indiens musulmans fait alors appel à lui pour défendre les intérêts de leur communauté implantée en Afrique du Sud. Parti en 1893 pour un contrat d'1 an, il ne se doute pas qu'il ne rentrera définitivement en Inde qu'en 1915, 22 ans plus tard. En avril 1893, Gandhi débarque dans la province du Natal et rencontre son futur patron pour lequel il défendra sa première affaire devant un tribunal anglais. Par respect pour son employeur, il s'obstine à porter le turban, signe distinctif des musulmans, et se fera exclure du tribunal. Il convoque immédiatement la presse, ce qui deviendra ensuite une habitude systématique pour manifester son indignation devant cette politique de ségrégation. En effet, les autorités anglaises en Afrique du Sud souhaitent que les diverses communautés étrangères ou religieuses restent divisées. Cette politique de séparation est d'ailleurs à l'origine de la future politique de l'apartheid, mot qui signifie partition ou mise à part. L'incident suivant va beaucoup marquer Gandhi. Parti en train pour Pretoria avec un billet de première classe, il est violemment déposé avec ses bagages sur le quai d'une gare par le contrôleur du train, à la demande d'un passager blanc raciste qui refusait de partager le compartiment avec un Indien.
Il se trouve que la première nuit qu'il passe en Afrique du Sud, il prend le train et il s'installe dans un wagon de première classe. Il a tout simplement oublié que ces wagons de première classe étaient interdits aux hommes de couleur. Et à un arrêt, à une gare, on vient lui signifier qu'il doit aller dans les wagons de troisième classe, ce qu'il refuse. Il est donc expulsé du train, jeté avec ses bagages sur le quai. Et il va passer la nuit dans la salle d'attente de cette gare et il va se dire ou bien j'accepte et je me résigne à cette humiliation qui m'est imposée par le pouvoir blanc, ou bien je n'accepte pas et je résiste. Et finalement, il va décider de résister. Et il dira que c'est cette nuit-là, finalement, qu'il est devenu un résistant. La mixité raciale en Afrique du Sud était alors impossible. C'est durant cette période que Gandhi entame une correspondance avec Léon Tolstoï. C'est tout à fait par hasard qu'on lui donne le texte de Tolstoï, « Le royaume des cieux est en vous ». Et à partir de cela, il a l'audace, comme il le dit lui-même, d'écrire à Tolstoï, qui est donc en Russie, sans savoir si sa lettre va arriver, en disant « Voilà, je veux être convaincu qu'il y a une autre façon de résister que par la violence ». Et Tolstoï lui répond et lui dit comment lui résiste au fondement même de la guerre, à la tragédie qu'est la mort de tous ces jeunes et au désarroi des familles. Donc Gandhi, à partir de ce moment-là, une fois qu'il a reçu cette lettre de Tolstoï, il dit que maintenant, il est sûr que la non-violence est la meilleure méthode pour résister à toute forme de totalitarisme et de toute injustice. C'est tout à fait étonnant, en effet, de voir ces deux sages qui échangent leurs pensées et ils se retrouveront fondamentalement d'accord. Je dirais qu'en même temps, Tolstoï n'a pas été un homme d'action, il n'a pas organisé la résistance contre la société tsariste. Et Gandhi a fait un pas de plus dans l'organisation collective de l'action non violente. Tolstoï n'utilisait pas l'expression de non-violence, puisque même à ce moment-là, d'ailleurs, Gandhi lui-même ne l'utilisait pas. La doctrine Gandhi se construit. Elle est organisée en plusieurs points, tous fondés sur la non-violence absolue. Avertissement préalable des autorités pour ne pas être accusé de prendre l'adversaire par surprise. Avertissement des médias pour couvrir l'événement et lui donner un grand retentissement. Il avait un sens incroyable de la communication et du contact avec les journalistes. Et il a su faire en sorte précisément que les journalistes du monde entier puissent s'intéresser à son action. Refus d'obtempérer à tout acte injuste ou discriminatoire. Acceptation sans réponse de tout sévice corporel et de tout emprisonnement, même arbitraire. Boycott des produits étrangers et préférence pour les produits nationaux. Grève générale organisée dans tout le pays et désobéissance civile. Création de fermes collectives appelées ashram, enseignant la doctrine Gandhi. Refus catégorique du système des castes. Tolérance religieuse et respect mutuel. Purification personnelle par le jeûne et le travail communautaire. Sacrifier les biens personnels, privilégier la non-possession. Farouchement opposé à la violence mais refusant de passer pour un lâche, il crée en 1899, pendant la guerre des bourgs, le corps indien des ambulanciers du Natal, qui soigne sans distinction les blessés des deux camps. En 1904, la peste noire s'étant déclarée dans le ghetto indien de Johannesburg, il soigne les pestiférés au péril de sa vie. Les Africains du Sud vont bientôt l'appeler « Frère Gandhi » ou « Gandhi Bhai » en reconnaissance de ses nombreuses actions charitables, courageuses et désintéressées. En 1905, il fonde son ashram dans le Natal, où il teste pour la première fois ses théories de vie communautaire. En novembre 1913, le général Smuts, impressionné, finit par libérer Gandhi et par abroger la loi sur les taxes et sur les mariages. Les autres lois discriminatoires seront ensuite modifiées. Gandhi a gagné sa bataille pour les droits des Indiens en Afrique du Sud. Son prestige grandit et prend une dimension internationale.
Dès son retour dans le pays natal en 1915, Gandhi est fêté comme un héros national. Il s'apprête à présent à combattre pour mener l'Inde vers l'indépendance. En Inde, on le connaît. On sait qu'un petit gars du Gujarat s'est fait un nom en Afrique du Sud. Il a commencé par aller de village en village, par pied, avec son petit groupe qui a augmenté avec le temps, comme sa popularité a répandu dans le pays. Et il a parlé des changements de sanitation, de nourriture, de l'éducation et de l'amitié entre les religions. Donc il est connu et en quelque sorte, on lui demande de venir régler un peu le problème chez lui, en Inde. Alors il accepte de venir en Inde tout en étant désemparé, en quelque sorte, puisqu'il arrive dans un pays qu'il a quitté il y a 35 ou 40 ans, et il va pendant 10 ans essayer de comprendre ce qu'est l'Inde. Le problème des castes sclérose gravement le pays. La situation des intouchables, parias de la société indienne, est particulièrement désastreuse, les condamnant systématiquement à la mendicité ou à l'accomplissement des travaux les plus sales. Il y a donc les castes hautes. La première, c'est celle des brahmanes. Ensuite, il y a celle des guerriers, des commerçants. Et au fur et à mesure qu'on descend, ce sont les petites castes. Il y a les artisans, les travailleurs du bois, les travailleurs ceux qui font la lessive, les cordonniers, etc. Et entre autres, il y a aussi les paysans. Alors il y a les paysans gros propriétaires, il y a les paysans petits propriétaires ou tout simplement métayers. Gandhi fait du problème des intouchables l'une de ses priorités. Pour compliquer encore la situation, l'Inde est en 1915 une mosaïque religieuse. Les communautés hindoues, musulmanes et sikhs sont réparties dans tout le pays, certaines provinces étant majoritairement hindoues, d'autres musulmanes. Cette situation aura des conséquences dramatiques lors de la partition de l'Inde après l'indépendance. L'écrivain indien Rabindranath Tagore, prix Nobel de littérature en 1913, lui donnera un surnom qui deviendra mondialement célèbre, le Mahatma. Alors Mahatma, c'est la grande âme, c'est un signe de respect, si vous voulez, par rapport à Gandhi. Bon, c'est vrai que Gandhi est devenu très rapidement un leader admiré. Lorsqu'il est rentré en Inde, justement, il était auréolé du succès qu'il avait obtenu en Afrique du Sud. Et très rapidement, c'est lui qui va devenir le leader du Congrès de l'Inde. Le Congrès de l'Inde étant l'organisation politique à travers laquelle les Indiens ont organisé leur lutte pour obtenir l'indépendance de l'Inde. Gandhi crée en 1915 un ashram. Ce mot d'origine sanskrit désigne un lieu retiré du monde où l'on reçoit des enseignements et où tout le monde est accepté sans restriction. La nourriture est végétarienne, le yoga est pratiqué et la vie communautaire mêle le partage des tâches quotidiennes et la recherche spirituelle intérieure. Le 4 février 1916, son discours lors de l'inauguration de l'université hindoue de Bénarès fait sensation. Il demande l'abandon de l'anglais comme langue officielle, développe ses idées pour l'autonomie de l'Inde, recommande de faire des efforts sur les problèmes d'hygiène, il préconise instamment le partage des richesses. C'est au cours de cette même année qu'il rencontre celui qui sera son fidèle compagnon de lutte au sein du Congrès pendant les 30 années qui suivront, Jawaharlal Nehru. Peu après, il part dans une province du nord-est de l'Inde, le Bihar, pour tenter de trouver une solution à la détresse des cultivateurs d'indigo. Il faut bien voir que finalement, là encore, le colonialisme britannique, qui était aussi cruel que tous les autres colonialismes, a voulu briser, casser l'artisanat textile de l'Inde. Or, nous savons que l'Inde produisait des tissus parmi les plus beaux et en même temps, l'Angleterre voulait importer son tissu pour tout simplement son propre profit. Si bien que Gandhi a mené deux actions. D'une part, il a voulu boycotter le tissu britannique
Il a même organisé des feux sur la place publique avec le tissu britannique, ce qui d'ailleurs ne plaisait pas trop à Tagore. Et en même temps, il a, par rapport à ce programme de non-coopération, il a voulu organiser ce qu'il appelait un programme constructif. Pour Gandhi, une campagne d'action non violente devait avoir deux piliers pour être en équilibre. D'une part, un programme de non-coopération, c'est-à-dire le refus des Indiens de coopérer avec le système colonial britannique, et d'autre part, un programme constructif à travers lequel les Indiens construisaient eux-mêmes la société indienne qu'ils voulaient par rapport à l'indépendance. Si bien qu'il a donc boycotté le tissu britannique et il a demandé aux Indiens de réorganiser dans chaque village l'artisanat textile. Et pour lui, c'était précisément conquérir à nouveau l'autonomie économique et à partir de là l'autonomie politique. Autrement dit, si finalement le rouet se trouve, même s'il a une signification plus ancienne, sur le drapeau indien, ce n'est pas le refus de la technique, c'est au contraire la volonté d'une véritable autonomie à la fois économique et politique pour les Indiens. Il s'engage ensuite en faveur des sinistrés de la sécheresse du district de Kera et défend la cause des ouvriers indiens du textile qui se mettent en grève pour protester contre leur salaire ridiculement bas. Alors que le mouvement s'épuise, il va ajouter une nouvelle arme à son arsenal non violent, la grève de la faim. 3 jours plus tard, un accord est conclu entre les patrons des filatures et les ouvriers du textile. Sa notoriété en Inde est maintenant immense. La presse étrangère commence à suivre ses actions. Je me suis aperçu qu'en première page, il y avait des articles entiers qui parlaient de l'action de Gandhi. Donc il a su véritablement mobiliser non seulement l'opinion publique indienne, mais il a su pratiquement mobiliser l'opinion publique internationale par ses contacts avec les journalistes, et puis il y avait quand même déjà un peu la radio, pour pouvoir faire en sorte qu'on parle de son action, et il a su comprendre que la force de l'opinion publique allait être décisive. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, Gandhi, encore attaché à l'Empire, se lance dans une campagne de recrutement pour envoyer des soldats indiens faire la guerre en Europe, espérant ainsi obtenir des Anglais un accueil favorable pour l'indépendance de son pays. Cette décision contradictoire pour un non-violent n'est ni comprise ni acceptée. En 1919, malgré l'engagement de plus d'1 million d'Indiens pour l'Empire britannique, les promesses d'autonomie ne sont pas tenues. Pire, les lois Rowlatt qui suspendent les droits civiques des Indiens sont votées. C'est une humiliation et un choc pour Gandhi. En réponse, il organise une journée de Hartal, une cessation temporaire d'activité, utilisée le temps d'un deuil en général, et en fait un outil de protestation. Tout s'arrête alors en Inde. Le succès est colossal, mais malheureusement incontrôlable, ce qui déclenche un drame à Amritsar, au Pendjab. La ville est en état d'insurrection. Des Anglais sont agressés, des bâtiments brûlés. Le 13 avril 1919, une foule est rassemblée dans un parc clos de hauts murs à l'occasion d'une fête hindoue. Le général anglais Dyer, récemment arrivé d'Europe, bloque les issues et ordonne de tirer sur la foule sans sommation. Incapables de s'enfuir, 379 hommes, femmes et enfants sont abattus. On comptera également plus d'1 millier de blessés. Il ne pouvait pas se douter, en organisant cette action non violente de masse, qu'il y aurait un capitaine de l'armée britannique qui prendrait la décision, à lui tout seul finalement, de contrer cette manifestation en encerclant les manifestants dans un amphithéâtre, assez grand d'ailleurs. C'était dramatique pour Gandhi, bien entendu, puisqu'il se sentit responsable. Et surtout, il s'est dit que les stratégies n'étaient peut-être pas bonnes. Le général Dyer, responsable de ce massacre, sera relevé de ses fonctions et renvoyé à Londres. La commission d'enquête qualifiera cet événement d'erreur de jugement et ne le sanctionnera que légèrement. Cette affaire détruit la confiance de Gandhi envers les Britanniques. Il bascule définitivement dans le camp des indépendantistes. Il crée alors 2 journaux, d'abord publiés en anglais puis également disponibles en langue indienne, afin de permettre la diffusion de ses idées et son concept de non-violence. Young India, l'Inde nouvelle, et Navajiran, la vie nouvelle. En réponse au massacre d'Amritsar, Gandhi lance une grande campagne de non-coopération civique basée sur plusieurs points. Abandon des tribunaux anglais par les avocats indiens,
retrait des élèves indiens des écoles anglaises, abandon de tous les postes de fonctionnaires, refus de payer l'impôt, boycott de tous les produits anglais. C'est à ce moment-là que Gandhi adopte la tenue qu'il ne quittera plus jamais, un simple pagne de coton blanc agrémenté d'un accessoire qui prendra une importance considérable, son rouet. Gandhi explique à ses compatriotes que grâce à son rouet, simple appareil utilisable par tous et partout, ils sont désormais en mesure de filer leurs propres vêtements et ainsi de progresser vers l'autonomie. C'est très important de réfléchir sur la signification du rouet. On a souvent voulu, à partir du fait que Gandhi demandait à ses disciples de filer du coton tous les jours, lui-même d'ailleurs s'astreignait à filer du coton tous les jours. Et on a un peu ironisé, n'est-ce pas, sur le rouet de Gandhi, qui était un peu le symbole du refus de la science, de la technique, de l'industrie. En réalité, le rouet était pour Gandhi à la fois une arme économique et une arme politique. Le rouet, chakra en langue indienne, symbole fort des années de lutte, figurera d'ailleurs sur le premier drapeau de l'Inde indépendante et sera hissé plus tard symboliquement au congrès de Lahore. En 1924, il est élu à la tête du parti du Congrès indien. Fin 1925, épuisé, il s'accorde une année de repos et laisse la direction du Congrès à une amie, Sarojini Naidu, écrivain et femme au caractère bien trempé. Encore une décision surprenante. En 1927, Gandhi reprend la route et organise des réunions où plus de 200 000 personnes viennent le voir et l'écouter. À la fin de l'année, le vice-roi convoque les dirigeants du parti du Congrès à une commission de conciliation. Composée uniquement de blancs, la commission Simon est boycottée par les dirigeants indiens dès son arrivée en Inde. Mais comment orchestrer maintenant la marche vers l'indépendance? Quelle action mener? Comment lui donner le retentissement nécessaire? Encore une fois, Gandhi trouve la solution, le sel. Fin 1929, le Congrès de l'Inde se réunit et décide, à partir du refus de l'Angleterre d'engager de véritables négociations, refuse d'exiger l'indépendance complète immédiate. Et le Congrès demande à Gandhi d'organiser pour cela une campagne de désobéissance civile. Et Gandhi va réfléchir plusieurs semaines pour savoir à quelle loi il va demander aux Indiens de désobéir. Il n'était pas possible de vouloir désobéir à toutes les lois. Et finalement, Gandhi décide de désobéir à la loi sur le sel. Quelle était cette loi sur le sel? C'était en fait une loi à travers laquelle le gouvernement britannique s'appropriait le monopole du sel, c'est-à-dire qu'il faisait payer une taxe, un impôt, une gabelle aux plus pauvres des paysans de l'Inde pour qu'ils puissent saler son propre repas. Taxer le sel, c'était avoir une mainmise sur l'alimentation, c'était une mainmise sur pratiquement toute la population. Et Gandhi trouve ça scandaleux que l'Empire britannique taxe quelque chose d'indispensable à la santé. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Inde est entourée d'eau salée. Les Indiens n'avaient pas attendu les Anglais pour inventer le sel. Et Gandhi avait véritablement là, dans cet impôt que l'ensemble des Indiens devaient payer à l'Angleterre pour saler leur repas, était le symbole même de l'injustice. Gandhi va quitter son ashram de Sabarmati à Ahmedabad, au nord-ouest de l'Inde, et il va faire plusieurs centaines de kilomètres pour s'approcher de l'océan. Le 12 mars 1930, 68 marcheurs commencent un périple de plus de 400 km jusqu'à la plage de Dandi. La nouvelle s'est répandue et c'est dans une atmosphère de fête que le cortège traverse les villages. Le 5 avril 1930, ils sont plusieurs milliers à atteindre enfin la mer. Ce soir-là, lors d'une interview, Gandhi demande la sympathie du monde dans cette bataille de la justice contre la force. La nuit se passe en prière et à l'aube, il entre dans la mer, prend un bain rituel, revient sur la plage et ramasse symboliquement une poignée de sel. Et il dit, le point qui tient ce sel pourra être brisé, mais le sel ne sera pas rendu.
Et c'est à partir de là qu'il demande aux Indiens et aux Indiennes de pratiquer la fabrication illégale du sel et le marché illégal du sel. Il va y avoir cette insurrection pacifique à travers toute l'Inde et le vice-roi commence à s'inquiéter. Parce qu'il s'aperçoit que finalement, Gandhi devient le vice-roi de l'Inde sans couronne à travers justement le prestige qu'il acquiert auprès des masses en défiant ainsi ouvertement l'Empire britannique. Partout en Inde, son geste est bientôt imité en signe de désobéissance civile. Des dizaines de milliers d'Indiens, dont Gandhi, sont alors emprisonnés. Mais la riposte a déjà été mise en place. Le 21 mai 1930, 2500 volontaires prennent pacifiquement d'assaut les dépôts de sel de Dharasana, dans une parfaite démonstration de non-violence. Pendant plusieurs jours, ils avancent en rang successif, au pas, et se font bastonner par les gardes du dépôt sans même lever un bras pour se défendre. Quand il n'y a plus d'hommes, les femmes prennent le relais. Les blessés, et certains gravement, se comptent par centaines. Cette scène de répression sauvage, couverte par un journaliste anglais, Webb Miller, est fidèlement relatée dans les journaux du monde entier. L'écrivain Tagore écrira « L'Europe a perdu définitivement son prestige en Asie. On ne la considère plus comme le champion de la justice, mais comme l'exploiteur de ceux qui vivent hors de ses frontières. » Gandhi, bientôt libéré, obtient l'abolition de la taxe sur le sel et la libération de tous les prisonniers. Il s'embarque alors pour Londres comme représentant officiel du Congrès, le parti politique majoritaire indien. La conférence qui s'y tient est un échec, les Britanniques exploitant les divisions ethniques et religieuses. Le voyage en Angleterre est pourtant l'occasion pour Gandhi de nouer des contacts avec les Anglais. Il y rencontre le roi George VI, mais aussi Charlie Chaplin, George Bernard Shaw, mais aussi les ouvrières du textile du Lancashire, durement touchées par le boycott indien. Le charisme, la simplicité et la gentillesse de Gandhi parviennent à amadouer ces femmes. De retour en Inde, les Britanniques tentent de mettre en place des électorats séparés pour permettre aux intouchables de voter séparément des autres castes. Gandhi s'y oppose car cela diviserait encore plus son peuple. Un accord est trouvé réservant simplement un certain nombre de sièges aux intouchables. Gandhi cesse alors sa grève de la faim. Il a cette fois encore failli mourir. Il crée ensuite un hebdomadaire qu'il nomme Harijan, les enfants de Dieu, surnom qu'il a donné aux intouchables. En 1934, Mohammed Ali Jinnah devient président de la Ligue musulmane indienne et tente de regrouper tous les musulmans sous sa bannière en se déclarant favorable à la création d'un État indépendant. Il essaie même de convaincre les musulmans du Parti du Congrès, pourtant favorables à l'unité indienne, en leur dépeignant une situation dramatique où ils seraient en minorité dans un État indien. Jinnah, lui, maintient quand même sa volonté de vouloir organiser la communauté musulmane de manière autonome. Les relations entre Jinnah et Gandhi ont été difficiles. Gandhi, lui, s'efforcera autant qu'il le pouvait de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un accord avec Jinnah. Mais c'est vrai que tout particulièrement au moment où l'indépendance va être décidée, Lord Batten arrive en Inde, et là, il va y avoir une intransigeance de Jinnah qui va absolument vouloir créer un État par rapport aux critères de l'islam. Et ça sera la création des deux Pakistans. Malgré cela, le Parti du Congrès remporte une grande victoire aux élections de 1936. Jinnah négocie unilatéralement avec les Anglais la création d'un État séparé. Gandhi tentera en vain de le ramener à partager ses vues pour un État unifié. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et le vice-roi entraîne l'Inde dans la guerre dans les heures qui suivent. Gandhi, fidèle à ses convictions, refuse de s'engager dans l'effort de guerre, mais promet de ne pas entraver les efforts des Anglais. Jinnah, en revanche, propose le soutien inconditionnel des musulmans en échange de la promesse de la création d'un État musulman séparé à la fin de la guerre.
La Ligue musulmane, créée en 1906, défend en effet la thèse que les minorités musulmanes ne sont pas une communauté minoritaire, mais une nation à part entière. Gandhi est rapidement mis sur la touche par les instances dirigeantes du parti du Congrès qui pensent, comme Jinnah, que le moment est venu de faire la guerre auprès des Britanniques en échange de l'indépendance. Gandhi refuse de participer à l'effort de guerre. La sanction ne tarde pas. En 1941, plus de 400 membres influents du Congrès et près de 25 000 personnes sont arrêtées et emprisonnées. Profitant de cette situation, la Ligue musulmane en profite pour exercer sur les provinces à minorité musulmane une influence considérable grâce au charisme de son chef, Jinnah. Début 1942, les armées japonaises victorieuses sont aux portes de l'Inde. Les Américains demandent alors à Churchill de trouver un compromis avec leur colonie afin qu'elle s'engage totalement dans la guerre. Devant l'avance japonaise, Gandhi pense que les Anglais vont enfin céder. L'aide des Indiens, oui, mais uniquement en échange de l'indépendance. C'était sans compter sur l'intransigeance de Churchill qui refuse catégoriquement tout compromis. Les négociations débouchent sur une impasse. En août 1942, Gandhi dépose une motion célèbre qui sera adoptée par le Congrès sous le titre « Quit India », quitter l'Inde. Laissez-nous tranquilles. Nous voulions que les Britanniques nous laissent tranquilles. Ils ne pouvaient décider ce qu'ils voulaient nous donner. Ils étaient sans cesse hésitants entre donner ceci ou donner cela. Beaucoup de questions restaient en suspens. Et nous leur disions « Partez, partez ». Finalement, un mouvement de désobéissance civile se mit en place. Le peuple désobéissait à la loi. On brûlait des biens venant de l'étranger. Tout était brûlé. Les vêtements étaient déchirés et brûlés dans la rue. Les gens n'obéissaient plus à la police, à la loi, n'obéissaient plus du tout. Vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous nous laissez quoi? Donc je vous demande fermement, pour votre honneur, pour respecter votre tradition anglaise et votre tradition religieuse, je vous demande tout simplement de quitter l'Inde une bonne fois pour toutes et de nous laisser nous occuper de notre propre pays. Il faut partir, il faut quitter l'Inde, il faut que vous en allez maintenant. Et c'était juste avant le déclenchement de la guerre mondiale. Alors toutes les choses sont arrivées en même temps. Et après ce mouvement a été lancé, ça a continué jusqu'à 1947, les Britanniques en Inde, à cause de la guerre. Parce que les Britanniques ont demandé au Gandhi, il faut que vous nous aidiez dans cette guerre mondiale où nous devons faire face à un ennemi qui est très fort et très, très malin. Et Gandhi a accepté ça. Alors, les forces indiennes, les troupes indiennes, l'armée indienne a participé dans cette guerre. Aussitôt, ses partisans et lui sont arrêtés. Les satyagrahas, manifestations pacifiques initiales, se transforment en émeutes sanglantes et font plus de 10 000 morts. Accusé d'être responsable des troubles, Gandhi commence un nouveau jeûne et met à rude épreuve les nerfs des Anglais. Dans ce contexte, l'annonce de la mort en prison de sa femme Kasturbai, sa compagne de lutte depuis 62 ans, est pour Gandhi un véritable déchirement. En septembre 1944, Gandhi passe 3 semaines avec Jinnah pour tenter une dernière fois de lui faire accepter le principe d'une Inde indépendante et unie. Jinnah se sent en position de force et ne veut rien entendre. La capitulation du Japon le 2 septembre 1945 met un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale. Peu avant, le 26 juillet 1945, Winston Churchill est battu aux élections en Angleterre. Son successeur, Clement Attlee, met en place une politique plus favorable à l'indépendance de l'Inde. En mars 1946, une commission est envoyée pour discuter du futur sort de cette colonie. Gandhi rencontre alors les Britanniques, qui cette fois sont favorables au maintien de l'unité indienne. Mais Jinnah ranime les tensions en réclamant un Pakistan séparé.
Le 12 août 1946, Nehru est nommé Premier ministre du gouvernement provisoire. Le 16 août, la panique des populations est totale et les violences explosent. Les émeutes dans le Bengale font des milliers de morts. À Calcutta, en 3 jours, on dénombre plus de 10 000 morts et 15 000 blessés. Gandhi se rend à Calcutta, puis dans les provinces les plus touchées par les combats. Son appel à la non-violence est entendu. Partout et rapidement, les violences s'apaisent. Gandhi doit cependant se résoudre à accepter la mort dans l'âme, la partition de l'Inde. Malheureusement, Gandhi n'a pas été en mesure d'éviter donc la partition de l'Inde, ce qu'il appelait la vivisection de l'Inde en 2 États, et n'a pas pu éviter qu'à cette occasion-là, le nationalisme religieux et des hindouistes et des musulmans se traduisent par une violence meurtrière entre les 2 communautés. Et il y a eu en effet des massacres de musulmans contre les Indiens, contre les hindouistes et des hindouistes contre les musulmans. Et Gandhi a essayé de s'interposer. Et il a fait plusieurs grèves de la faim, des grèves de la faim illimitées, où il demandait aux Indiens de cesser de se tuer les uns les autres. Et à plusieurs occasions, il a obtenu en effet que soit mis un terme au massacre, mais il n'aura pas pu éviter que malgré tout, il y ait de nombreux morts de part et d'autre à l'occasion de la création de ces 2 États. Le 20 février 1947, Clement Attlee annonce le retrait définitif des troupes anglaises de l'Inde pour juin 1948 et l'arrivée de Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, afin de mettre en place le processus d'accès à l'indépendance. Il a essayé de les mettre ensemble et essayé de les mettre en accord pour un Inde futur. Mais il n'a pas pu finalement, il n'a pas pu éviter ce désastre de la partition. C'est un échec, parce qu'on a perdu tellement de gens, et tellement de sang écoulé. Et c'est lui et Edwina, sa femme, ils ont joué un grand rôle, mais ils n'ont pas eu de succès. Le 19 avril 1947, le plan de partition de l'Inde proposé par Mountbatten est accepté par le Congrès, Gandhi et Jinnah. Il est ratifié ensuite par Londres le 15 mai de la même année. Le 4 juillet 1947, l'indépendance de l'Inde est proclamée. Le 11 juillet, c'est au tour du Pakistan de proclamer son indépendance. C'est pas Gandhi qui est responsable, parce qu'on me dit souvent, Gandhi, oui, c'est bien beau, il a obtenu l'indépendance, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas la faute de Gandhi. Gandhi, lui, réfléchissait beaucoup sur justement le système démocratique qu'il voulait pour l'Inde. Il voulait en quelque sorte instaurer ce qu'il appelait la République des villages. Il voulait qu'il y ait une autonomie des villages à la base. Et il ne voulait pas finalement que le Congrès de l'Inde devienne le parti du pouvoir. Gandhi se rend à Calcutta fin août 1947 et entreprend une fois de plus un jeûne pour tenter d'arrêter la vague de folie qui secoue son pays. Il réussit ce qu'on appellera le miracle de Calcutta. Gandhi exige que musulmans et hindous cohabitent pacifiquement. Lors d'une réunion publique le 30 janvier 1948 à Delhi, à peine remis, le Mahatma tombe sous les balles de Nathuram Vinayak Godse, un extrémiste hindou. Le jour où il a été tué, j'étais assise le soir dans une bibliothèque en train de lire et quelqu'un est venu me voir sans bruit et m'a dit « Il a été tué, rentre chez toi ». Je suis alors rentrée chez moi, mais il y avait un immense silence sur l'Inde entière. Personne ne parlait, personne n'en parlait, car tout le monde avait peur. Le monde est en deuil. Ces funérailles sont à l'image de l'homme, grandiose. Des personnalités viennent du monde entier lui rendre un dernier hommage. Il est incinéré et ses cendres sont partagées pour être répandues dans les grands fleuves sacrés de l'Inde.
Il était mort et il y avait toujours ce profond silence sur l'Inde. Mais nous ne nous sommes pas effondrés, car nous croyons dans les âmes, donc il n'était pas question de s'effondrer. Nous pensions que son âme était toujours avec nous et que nous aurions une belle vie, ce que finalement nous avons eu, mais nous étions tous tristes, très tristes. Le 15 novembre 1949, Nathuram Godse sera pendu avec le commanditaire de l'assassinat, Narayan Apt, tous deux issus de la caste des brahmanes. Gandhi n'a pas été assassiné par un extrémiste musulman, mais qu'il a été assassiné par un extrémiste hindou de la secte des brahmanes qui lui reprochait précisément de prêter un peu trop attention aux intérêts des musulmans. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Qui sont-ils ? Jan Christian Smuts, né en 1870, est le général commandant les forces opposées aux Anglais pendant la Deuxième Guerre des Boers de 1899 à 1902. En 1902, il se lance dans la politique et participe à la création de l'Union sud-africaine qui deviendra en 1910 un dominion de l'Empire britannique. Farouchement attaché à la suprématie blanche, il est le principal adversaire de Gandhi. Finalement, conquis par le charisme et l'honnêteté de Gandhi, il accepte enfin un règlement pacifique des problèmes indiens en Afrique du Sud. Gandhi lui offrira même ses sandales en cadeau, que le général conservera ensuite comme un objet précieux en souvenir. Il deviendra Premier ministre de l'Union sud-africaine en 1919. Jawaharlal Nehru est né en 1889 en Inde, à Allahabad. Après des études de droit en Angleterre, il revient en Inde en 1912 et prend une part active au mouvement nationaliste indien. Disciple de Gandhi, il intègre le Parti du Congrès indien. Il devient rapidement une des figures majeures du combat indien pour l'indépendance et un opposant reconnu par les Britanniques. En 1946, il devient chef du gouvernement provisoire de l'Inde et ensuite Premier ministre après l'indépendance en 1947. Nehru est admiratif, il est scotché en quelque sorte par ce qu'il vit avec Gandhi. Hein. Et il en est son bras droit en quelque sorte, en tout cas, il en est... Tout en ayant une conception différente de l'organisation de la société. C'est intéressant d'étudier les relations entre Nehru et Gandhi, qui sont des hommes de cultures différentes, mais qui s'estimaient beaucoup, et il y a eu tout un dialogue entre eux, et je crois que Nehru a été très courageux dans la lutte contre l'indépendance, et il soutenait totalement la stratégie non violente de Gandhi. Seulement, c'est vrai qu'ensuite, il est devenu chef du gouvernement, et qu'il a eu tendance un petit peu à reproduire le modèle de l'État occidental, dont Gandhi se méfiait beaucoup. Il est l'un des grands participants de la conférence de Bandung en 1955 et s'érige comme le leader du neutralisme, refusant de prendre position pour l'un ou l'autre des deux blocs. Sa fille, Indira Gandhi, simple homonyme du Mahatma, deviendra à son tour présidente du Parti du Congrès en 1959, puis sera nommée Premier ministre de l'Inde en 1966. Elle sera assassinée par deux de ses gardes du corps sikhs en juillet 1984. Mohamed Ali Jinnah est né en 1876 à Karachi, dans ce qui sera la première capitale du futur Pakistan, mais qui n'est encore qu'une grande ville de province de l'Inde. En 1906, les musulmans du Bengale créent la Ligue musulmane pour tenter de sauvegarder les droits des musulmans minoritaires en Inde. Jinnah y adhère tout de suite. Le Congrès indien et la Ligue musulmane lutteront côte à côte dans tous les combats de l'entre-deux-guerres. En 1934, il prend la tête du parti de la Ligue musulmane et réclame aussitôt la création d'un État musulman. Son intransigeance face aux demandes répétées de Gandhi de ne pas se séparer de l'Inde va permettre la création d'un État musulman indépendant. Il sera, le 10 juillet 1947, le premier gouverneur général du Pakistan et mourra, son rêve réalisé, le 11 juin 1948.
Il avait lui aussi une grande admiration pour Gandhi, mais il était convaincu que jamais il ne serait possible pour les musulmans de vivre en paix dans une Inde unifiée. Le pourcentage, en quelque sorte, d'hindous était beaucoup plus important et qu'il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des problèmes de religion. Jinnah a malheureusement été à l'origine de la scission entre les musulmans et les hindouistes et qu'il ne saura pas permettre justement l'unité que voulait Gandhi. Winston Churchill, chef du Parti conservateur anglais et Premier ministre depuis mai 1940. Pendant son mandat, il est l'un des plus farouches adversaires de l'indépendance de l'Inde. Il surnomme Gandhi le fakir, ou bien encore le vieux simulateur. En 1942, il prononce cette phrase fameuse « Je ne suis pas devenu Premier ministre du roi pour présider à la liquidation de l'Empire britannique ». Il sera battu aux élections le 26 juillet 1945 par Clement Attlee, chef du Parti travailliste, qui favorisera l'accès à l'indépendance de l'Inde. Lord Louis Mountbatten, de la famille royale anglaise des Windsor, est né en 1900. Combattant en Asie, il reçoit en 1945 la capitulation des forces japonaises de Saïgon. En 1947, il sera le dernier vice-roi des Indes, nommé par la couronne pour diriger le processus d'indépendance de l'Inde. Favorable aux thèses d'une Inde indépendante mais unie, il tente de se battre aux côtés de Gandhi pour empêcher la partition de l'Inde que réclame Jinnah, en vain. En 1948, il dirigea le retrait définitif des troupes britanniques. L'Inde est désormais indépendante et livrée à elle-même. Le temps du bilan est arrivé. Pour les populations de l'Inde de 1947, la partition est une catastrophe. 7 millions de musulmans environ quittent l'Inde, craignant des représailles religieuses. 10 millions d'hindous feront de même, fuyant le Pakistan nouvellement créé. Mais 80 millions de musulmans vont rester en Inde, espérant pouvoir continuer à vivre comme avant. Cet exode massif engendre des millions de réfugiés, vivant dans une grande précarité et des conditions d'hygiène catastrophiques. Les émeutes, la maladie et la famine font plus de 500 000 victimes dans les mois qui suivent l'indépendance. Le message de non-violence de Gandhi a bien vite été oublié. Le pays est au bord du chaos. Avec Nehru, l'Inde s'oriente vers une politique de neutralité vis-à-vis de la politique des deux grands blocs russes et américains. Il refuse toute prise de parti et deviendra avec Nasser l'un des chefs de file des pays non alignés. En 1947, l'Inde est séparée en deux. Le Pakistan est composé de deux parties distantes de 1700 km l'une de l'autre et séparées par l'Inde en plein milieu. Cet état de fait sera le ferment de plusieurs conflits armés dans les décennies qui vont suivre. Même si les futurs dirigeants de l'Inde se sont toujours réclamés de l'idéologie gandhienne, l'idée d'une Inde non violente et unie est bien morte avec Gandhi à Delhi le 31 janvier 1948. Gandhi est né en Inde en 1869 dans la petite ville de Porbandar. Il se marie avec Kasturbai en 1882. À la fin de ses années de droit, il va s'inscrire au barreau de Londres en 1891. Événement rare pour son époque. Après la faillite de son cabinet d'avocat, il part pour l'Afrique du Sud en 1893 et fonde le Congrès indien du Natal où il gagne ses premiers combats juridiques. Et lance en 1897 la première grande campagne de désobéissance civile contre le Black Act. Après s'être confronté au racisme et à la discrimination sud-africaine, la doctrine Gandhi de la non-violence se met peu à peu en place. En 1904, il fonde son premier ashram où les intouchables sont admis sans réserve. En 1913, il participe à la grande grève des mineurs contre les lois sur le mariage et sur le droit de vote des Indiens. En 1914,
Les négociations engagées avec le général Smuts aboutissent enfin à la reconnaissance de droits nouveaux pour les Indiens. Gandhi a gagné son combat sud-africain et sa méthode de travail est maintenant rodée. Il décide de rentrer en Inde en 1915 et va parcourir tout le pays au cours des mois suivants. Lors du discours de Bénarès en 1916, Gandhi lance publiquement son combat contre l'intouchabilité. De 1925 à 1928, Gandhi voyage dans toute l'Inde. Son prestige et sa popularité deviennent immenses. En 1928, c'est le boycott de la commission Simon. Le Congrès indien réclame pour la première fois l'indépendance. Pour appuyer la demande, Gandhi lance en 1930 la marche pour le sel. C'est un succès total. Son adversaire politique, Jinnah, à la tête de la Ligue musulmane, évoque pour la première fois en 1934 un État musulman. En 1939, les Anglais font entrer l'Inde dans la guerre sans l'avis des dirigeants indiens. Jinnah décide de combattre aux côtés des Anglais, mais pas Gandhi, qui va refuser de coopérer. En 1942, les Japonais sont aux portes de l'Inde. Il va alors lancer sa célèbre résolution « Quit India ». Gandhi est arrêté une nouvelle fois. L'échec des pourparlers avec les Anglais en 1945 et la défaite de Churchill aux élections anglaises face à Clement Attlee, plus favorable à l'indépendance, permettent à Lord Louis Mountbatten de devenir vice-roi de l'Inde. Il ordonne la partition de l'Inde en août 1946. Le Pakistan sera indépendant et le pays va être divisé en deux. Nehru est nommé Premier ministre de l'Inde indépendante. Dans tout le pays, les violences font rage. Pour tenter d'arrêter les émeutiers, Gandhi va jeûner jusqu'à l'épuisement. Le miracle de Calcutta va avoir lieu. Les combats vont cesser. Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindou. Le message de Gandhi n'est pas mort en Inde avec lui. Il sera relayé dans le futur par d'autres hommes. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream.